Voilà, et réaction ce soir de la procureure de la République, Solène Bellawar. Bonsoir. Bonsoir. Très belle année à vous tout d'abord et merci d'être présente ce soir sur le plateau de TNTV. On vient de le voir, les communes luttent aux côtés de l'État contre le trafic de drogue. Les Tavana, que vous avez appelé en fin d'année dernière à un engagement collectif. L'idée, en fait, finalement, c'est de mettre à profit leur connaissance du terrain. Oui, c'est exactement ça. Merci pour votre invitation et bonne année également à toutes et à tous et ceux qui nous regardent. L'implication des Tavana dans la lutte contre l'insécurité d'une manière générale et dans la lutte contre la consommation et les trafics de stupéfiants, elle est essentielle et c'est pour ça aussi que en fin d'année dernière, j'étais aux côtés de Monsieur le Haut-Commissaire pour présenter le plan de lutte anti-stupéfiants aux Tavana et recueillir leurs observations. Pourquoi ? Parce que ce sont des acteurs essentiels, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs ressorts et les administrés. Et ils ont des leviers d'action. Ils ont des leviers d'action, ne serait-ce que, on l'a vu ici, en concluant des conventions de coordination entre la gendarmerie nationale et les mouteuils dans les îles ou avec la police sur la zone de la DTPN. Donc cette coordination, elle est essentielle pour que les informations circulent et parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le terrain. Alors pour cela, il faut des moyens, on l'a vu, il y en a déjà engagés, mais sont-ils suffisants ? Alors il y a un certain nombre de moyens juridiques. Au regard de la situation sur le territoire, notamment concernant le trafic de drogue. Oui, alors la question des moyens, c'est un peu un puits sans fond parce qu'on voudrait toujours plus de moyens. Je pense que les moyens qu'on a, ils existent, ils sont importants, mais il faut qu'on les utilise bien. Et pour ça, il faut bien travailler ensemble. Donc c'est ces coordinations, ces échanges d'informations, l'exploitation des nouveaux outils que nous offre la loi narcotrafic, j'y pense notamment avec les outils administratifs qui sont entre les mains du haut-commissaire. Tout ceci se coordonne avec les services judiciaires, avec les communes et tous les acteurs. Alors les procès s'enchaînent au palais de justice pour trafic de drogue. Est-ce que vous constatez de votre côté une professionnalisation, excusez-moi, des trafics, une meilleure structuration des réseaux finalement ? Alors d'abord, il faut rappeler, quand on parle de trafic de stupéfiants, qu'on fait face en Polynésie à 3 types de phénomènes et qu'on lutte contre la consommation et les trafics de toutes les drogues. Donc on a en Polynésie la consommation, la culture et les trafics de Pakalolo, qui parfois d'ailleurs peuvent être liés à d'autres trafics. Nous avons des flux souvent en transit de cocaïne ou de méthamphétamine et nous avons des arrivées sur le territoire polynésien, principalement de méthamphétamine. Donc c'est l'ensemble de ces flux auxquels il faut s'attaquer aujourd'hui. On le voit souvent, ce sont des familles qui viennent entières au tribunal. Ma question c'était celle-ci, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a une autre structuration aujourd'hui, peut-être plus professionnalisante ? Alors il y a une professionnalisation dans le sens où il y a une évolution de la délinquance et c'est là par exemple où ce plan anti-stup est important parce que la délinquance évolue, nous on doit aussi évoluer dans les contrôles, dans la répression. Après, en Polynésie, ça reste quand même ce qu'on constate au tribunal, ça reste quand même des modes de fonctionnement qui sont très liés à des connaissances soit de quartier, soit familiales, ce qui n'exclut pas des liens avec des personnes qui sont aux États-Unis par exemple. Et vous l'avez dit, votre défi c'est de trouver toujours plus des peines adaptées. Il y a eu récemment une vente aux enchères de biens saisis par la justice. C'est efficace ? Oui, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut approfondir d'ailleurs dans l'année qui s'ouvre. La prison, ça ne règle pas le problème manifestement et ça connaît certaines limites. Par contre, la sanction financière, rappelons quand même que le trafiquant de stupéfiants, ce qu'il cherche avant tout, c'est faire de l'argent, c'est gagner de l'argent. Donc les sanctions financières, les confiscations et les ventes derrière, je pense que ça a un caractère dissuasif. On entend également parler de la présence de 2 nouvelles drogues sur le territoire, le fentanyl et le PTC, le pet de ton crâne, des drogues très puissantes. Est-ce qu'il faut craindre une circulation importante dans les années à venir ? Alors, on n'est pas à l'abri de l'arrivée de ces produits sur le territoire de manière ponctuelle, ne serait-ce que par les liaisons aériennes via les consommateurs qui peuvent en avoir avec eux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'informations laissant craindre des réseaux ou des consommations d'importance comme on connaît avec la méthamphétamine. Mais ça pourrait arriver. Bien sûr, oui, ça pourrait arriver. La drogue qui circule même dans les prisons, autant du côté des détenus que parfois même des surveillants. Est-ce que les contrôles sont suffisants ? Alors c'est évidemment une préoccupation, comme les téléphones en prison, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Et à l'égard des surveillants pénitentiaires, il y a bien sûr une sévérité et une attention absolue pour éviter toute forme de complicité.
Alors, concernant les violences conjugales et intrafamiliales au Fénois, les chiffres sont 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Un observatoire a été créé. Mais là encore, est-ce que la réponse judiciaire est-elle suffisamment adaptée aux Fénois, aux chiffres au regard des chiffres? Oui, alors là, comme en matière de lutte contre les stupéfiants, je pense qu'il y a une réponse judiciaire qui est à la hauteur du phénomène. La difficulté, c'est de faire face à un phénomène qui est massif et qu'il faut enrayer. Donc pour cela, il faut évidemment de la prévention. Alors on peut quand même se réjouir qu'en 2025, on n'a connu aucun homicide conjugal sur le territoire au sens statistique du terme, mais ça ne doit évidemment pas masquer la multitude de faits de violence que nous connaissons chaque jour. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des réponses aussi adaptées, des réponses qui soient sous forme de sanctions, mais qui évitent aussi la récidive. Et nous essayons notamment de multiplier la possibilité d'avoir des formes de soins ou de stages adaptés à ce type de violence. On en parlait justement tout à l'heure de ces stages qui sont à destination des auteurs. Ils sont en place depuis longtemps à Tahiti. Nouveauté, ces stages arrivent dans les îles. C'est ça aussi la justice de proximité qui vous tient particulièrement à cœur. Tout à fait. On développe autant que possible ce type de stage dans les îles avec la PAGE, par exemple, en présentiel, ou avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je tiens aussi à souligner qu'en Polynésie, et c'est une première en France, la protection judiciaire de la jeunesse, avec le parquet, a mis en place un stage dédié aux mineurs, parce que nous avons aussi des mineurs auteurs de violences conjugales, qu'il faut sensibiliser à ces questions pour qu'ils ne répètent pas ce type de fait dans la suite de leur parcours. Alors, un drame qui a endeuillé la Polynésie, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines, l'éboulement meurtrier à Haïti. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, des experts ont même fait le déplacement. A-t-on plus d'éléments à l'heure actuelle aujourd'hui ? Alors, à l'heure actuelle, j'ai ouvert une information judiciaire. Donc, cette affaire, elle est entre les mains d'un juge d'instruction et les investigations débutent. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus à ce stade. Le cadre de l'information judiciaire, ça permet aussi un cadre qui est adapté pour la prise en compte des victimes. Et ce que je souhaite, c'est que les conclusions de cette enquête, elles permettent d'une part d'établir le cas échéant des responsabilités et d'éclairer aussi les autorités sur les mesures à prendre pour que ce type de fait ne se répète pas. Alors, on va parler des délits routiers maintenant sur les routes. En 2025, les routes ont été particulièrement meurtrières, 31 décès comptabilisés, les violences routières donc bien marquées. Vous avez d'ailleurs annoncé un nouveau délit, celui d'homicide routier. Qu'en espérez-vous ? Alors, l'homicide routier, c'est un délit qui a été créé au plan national et qui permet, au-delà de l'aspect juridique, de mettre un nom sur ce qu'on appelait autrefois un homicide involontaire, ce qui pour les victimes est toujours très difficile à comprendre parce que on a le sentiment qu'une personne qui est alcoolisée ou qui a pris des stupéfiants ou qui roule sans permis, elle est davantage responsable qu'un auteur d'homicide involontaire. Donc l'homicide routier, ça permet aussi de reconnaître les droits des victimes. Après, je tiens à rappeler que sur l'ensemble des morts que nous déplorons chaque année sur les routes, il y en a un certain nombre qui sont responsables de leur propre mort, si je puis dire. Donc on n'a pas toujours une enquête judiciaire derrière avec des responsabilités. Donc ça renvoie immédiatement à la notion de prévention. La réponse pénale pourrait-elle être renforcée dans les années à venir au regard de la situation sur les routes? Alors les réponses pénales sont déjà assez fortes. Là aussi, il faut probablement développer les réponses pédagogiques pour éviter là aussi la récidive. Les attaques de chiens, on en parle également, elles ont aussi beaucoup marqué en 2025. Récemment, un homme est décédé à Moorea, il a été mordu à 280 reprises. Une victime se présente chaque jour aux urgences, mais peu d'affaires sont jugées au tribunal. Pourquoi la réponse pénale est-elle compliquée ? Alors, ce qui est compliqué souvent dans ces affaires, c'est d'établir des responsabilités et d'identifier un auteur. On a souvent des morsures qui sont le fait de chiens errants ou qui ont des propriétaires, mais une fois qu'ils ont mordu, les propriétaires, on a du mal à les retrouver, les identifier. Et puis, il faut établir le lien entre le chien et la morsure, établir, je le disais, les responsabilités. Ça, c'est souvent assez complexe. Il y a quand même une piste aujourd'hui, c'est qu'on a de nouveaux outils. La loi a évolué et permet au procureur de la République, dans certaines situations, de demander au tribunal de faire euthanasier un chien qui a mordu et qui est dangereux.
Il y a également, je le rappelle, tout un tas d'outils entre les mains des TAVANA et la responsabilité, là aussi, doit être importante et rappelée. Et là encore, c'est un travail que tout le monde doit faire ensemble, le pays, l'État, vous-même. C'est un peu ça qui va se passer en 2026, c'est le mot de la fin, le travail en collaboration. Tout à fait, je rejoins cette idée force. Je pense qu'en 2026, on l'aborde avec une nouvelle dynamique, ou en tout cas un élan qui est collectif, et on travaille entre les services de l'État et avec le pays dans ces différents domaines que nous venons d'aborder. Ça offre des perspectives et c'est encourageant.